Et si je vous disais qu'un des riffs les plus lourds de l'histoire commence avec un œil au beurre noir? Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on s'attaque à un riff monstrueux, Iron Man de Black Sabbath. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Imagine une ville en perpétuelle transformation, forgée par le feu de la révolution industrielle. Birmingham n'est pas simplement une grande cité anglaise, c'est l'un des centres manufacturiers les plus puissants du Royaume-Uni. Sur les rives de ses canaux, dans le cœur des West Midlands, cette ville a grandi pendant des siècles en attirant des travailleurs de toute la Grande-Bretagne et au-delà. Son passé est profondément marqué par l'industrie, usines, ateliers, fonderies de construction métallurgique et routes encombrées de camions transportant moteurs et carcasses d'acier. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que beaucoup de villes européennes tentaient de panser leurs plaies, Birmingham se reconstruisait plus vite qu'elle ne se reposait. La ville avait été bombardée, elle avait perdu des bâtiments historiques, mais se réinventait à marche forcée, avec des tours d'habitation, des ensembles modernes et des usines reconstruites. À Birmingham, tout semble solide et fragile en même temps. Les usines tournent jour et nuit. Le bruit des machines rythme la vie des quartiers. On travaille tôt, on finit tard. L'industrie est partout. Dans les zones populaires, les familles vivent souvent à l'étroit. Les logements sont denses, les rues animées, les commerces nombreux. La ville grandit vite, parfois plus vite que ses infrastructures. Birmingham est alors l'une des villes les plus dynamiques du pays. Des habitants venus d'autres régions du Royaume-Uni et du Commonwealth s'y installent pour travailler. La ville devient plus diverse, plus dense, plus vivante. Les cultures se côtoient, les accents se mêlent, les traditions se croisent. Mais comme dans beaucoup de grandes villes industrielles de l'époque, les conditions de travail sont dures, les perspectives limitées et les tensions sociales existent. La violence de rue n'est pas exceptionnelle. Elle fait partie du quotidien de certains quartiers ouvriers. C'est dans ce contexte que Tony Iommi grandit. Anthony Iommi, né le 19 février 1948 à Birmingham, est le fils d'immigrés italiens. Sa mère vient de Palerme, en Sicile. Son père, italien lui aussi, a vécu un temps au Brésil avant de s'installer en Angleterre. Il grandit à Cardin Street, dans le quartier italien de Birmingham. Ses parents tiennent une boutique de glace, offerte en cadeau de mariage par son grand-père. Mais l'enfance n'a rien d'idyllique. Son père ne souhaitait pas vraiment sa naissance. À la maison, les disputes sont fréquentes. L'ambiance est tendue. Les cris font partie du décor. Tony grandit dans un environnement instable. Entre la chaleur de la communauté italienne et les tensions permanentes à la maison. Ce n'est pas une enfance douce, c'est une enfance qui forge. Et dans cette atmosphère, il apprend très tôt à se refermer, à encaisser, à se construire seul. Un jour, un gamin plus âgé que lui, une vraie brute, le prend pour cible. Son nom, Bobby Nuisance. Un nom prédestiné. Sauf que pour Tony, ce n'est pas drôle. Bobby sait qu'il a une peur bleue des araignées. Alors il en attrape une et il se met à le poursuivre avec. Tony détale à toute vitesse. Il ne réfléchit plus. Il fuit. Mais dans sa course, il trébuche. Il tombe lourdement, la tête la première, dans les graviers. Quand il se relève, sa lèvre est ouverte. La cicatrice restera. À partir de ce jour-là, les autres gamins l'appellent Scarface, le balafré.
Un surnom qui colle à la peau, qui marque, qui complexera Tony pendant des années. Plus tard, dès qu'il en aura l'âge, il laissera pousser une moustache. Pas pour le style, pour cacher la cicatrice. Dans son quartier, apprendre à se défendre est presque instinctif. Il pratique le judo, puis le karaté, puis la boxe. Il devient suffisamment bon pour envisager un temps une carrière professionnelle. Car pour un jeune issu d'un milieu ouvrier à Birmingham dans les années 60, les options sont peu nombreuses. L'usine est la voie la plus probable. En Californie, les amplis brûlent sous le soleil. Jimi Hendrix électrise la scène avec Band of Gypsy. La guitare parle, improvise, dialogue, ça fuse, ça respire, ça plane. À Détroit, le MC5 hurle « Kick out the jams », explosif, politique, sauvage, mais chaotique, pas pesant. Les Stooges frappent comme un coup de poing. C'est sauvage, c'est brut, mais c'est nerveux, instable, presque chaotique. Mais encore garage, encore punk primitif, pas monumental. Steppenwolf. Dans Born to be Wild, on entend l'expression heavy metal Fender. Mais musicalement, ça reste du hard rock bluesy. Blue Cheer, très saturé, très bruyant. Un des premiers groupes américains vraiment lourds. Mais plus brouillon, plus psyché, moins structuré. Grand Funk Railroad joue fort, très fort. Mais l'énergie est encore celle de la course, du débordement, de la vitesse. Creedence Clearwater Revival, enchaîne les hits. Green River, Willie and the Poor Boys, ça groove, ça roule, c'est terrien. Mais ce n'est pas écrasant, c'est roots. Même quand le rock américain est lourd, il avance en sprint. En Angleterre, c'est différent. Mais pas encore ça. Led Zeppelin. Jimmy Page lâche Whole Lotta Love. Le riff est massif, le son est énorme. C'est puissant, c'est sale. Mais ça swing encore. Ça groove. Ça respire le blues amplifié. On sent les racines. Cream. Clapton pousse la saturation au maximum. La guitare crie. Les solos s'allongent. Mais on reste dans la virtuosité blues. Dans l'échange, dans la démonstration. La tension est technique, pas encore existentielle. The Who a un opéra rock, un concept monumental, puissant, dramatique, ambitieux, mais théâtral, narratif, presque symphonique. La puissance est orchestrée, pas encore écrasante. Deep Purple. Là, ça commence à frapper très fort, très agressif. Ritchie Blackmore attaque, Ian Gillan hurle, mais c'est rapide, explosif, presque sportif. La puissance est dans la vitesse. Et puis il y a Birmingham, pas Londres, pas Los Angeles, pas San Francisco. Birmingham, ville industrielle, ville de fumée, ville d'acier. Ici on ne joue pas pour planer, on joue pour frapper. Et là où l'Amérique accélère, où Londres brille, Black Sabbath fait l'inverse. Ils ralentissent. Iron Man ne court pas. Il marche lentement, lourdement, inexorablement. Ce n'est plus une explosion d'énergie. C'est une masse qui avance. Pas de solo démonstratif au début. Pas de groove dansant. Pas d'improvisation psychédélique. Un riff simple, massif, répété, comme un pas. Et en 1970, personne ne comprend encore que cette lenteur-là va devenir le fondement du heavy metal. Ce riff, comme l'album, naissent dans l'urgence, voire la brutalité. L'enregistrement au Regent Sound ne prend que 3 ou 4 jours, avec un bel œil au beurre noir pour Tony. On vient 2 jours avant les sessions. On est en plein dans l'époque des mods et des roquettes.
fin des années 60. Sur les côtes anglaises, deux jeunesses s'affrontent. D'un côté les modes, silhouettes fines, costumes italiens impeccables, scooters rutilants couverts de rétroviseurs. Ils écoutent la soul, le rhythm and blues américain, dansent toute la nuit et cultivent l'élégance moderne. Ils veulent avancer, accélérer, être dans leur époque. De l'autre, les rockers, blousons de cuir, bottes épaisses, motos anglaises qui grondent, ils restent fidèles au rock'n'roll brut des années 50. Elvis, Jane Vincent, et à une identité plus ouvrière, plus directe, presque territoriale. Ce ne sont pas juste des goûts musicaux, ce sont deux visions du monde, deux façons d'être jeune en Angleterre. Et parfois sur les plages de Brighton, ça ne se règle pas avec des arguments, mais à coups de poing. Le groupe venait de jouer dans un club balnéaire, et Geezer est sorti téléphoner, mais revient en panique. Un groupe de skinheads les attend dehors. Tony, avec son passé de bagarreur, n'hésite pas. Il chope le skinhead qui a bousculé Geezer et le cogne sans préavis. Malheureusement, une horde se précipite sur eux. Malgré les coups de marteau qu'Ozzy avait eu la bonne idée de prendre avant de sortir, le groupe se trouve vite débordé. Et les boucoquets des skinheads font des ravages. Heureusement pour eux, Ron Woodward, l'ancien bassiste du groupe de Tony, qui les accompagnait avec sa voiture neuve, les embarque. Mais le pauvre Ron démarre comme une limace sous Valium, car il a peur d'accélérer et d'abîmer sa voiture neuve. Ils mettront des heures à rentrer chez eux. De retour chez lui, la mère de Tony lui demande alors ce concert. Il répondra « Oh, super !»« Bon, on recommence cet album ?»« Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'ai un œil au beurre noir. Et alors ? Premier qui rigole, je lui pète sa gueule, hein !» Avant d'être un personnage, avant d'être un titre, avant d'être un classique, Iron Man est d'abord un son. Tony Iommi cherche quelque chose de particulier. Pas rapide, pas virtuose. Quelque chose de lourd, quelque chose de plodding. Un mot très précis, plodding. Une marche lente, inexorable, comme une masse qui avance. Il joue ce riff massif, répétitif, grave. Et là, l'image apparaît. Ozzy l'écoute, il imagine une énorme silhouette métallique en train de marcher. Un Big Iron Block Walking About. Le premier titre n'est même pas Iron Man, c'est Iron Block. Un type en fer, une masse, une présence. Le personnage naît du riff, pas l'inverse. Ozzy explique que parfois, quand il ne trouvait pas de mélodie au-dessus d'un riff de Tony, il chantait simplement le riff. Il épousait sa ligne. Il doublait son contour. I am Iron Man. Ce n'est pas une grande envolée lyrique. C'est presque une extension de la guitare. La voix devient mécanique, monolithique, alignée sur la marche du riff. Mais qui a écrit l'histoire ? Geezer Butler. Et là, on quitte le simple riff pour entrer dans la science-fiction. Un homme voyage dans le futur. Il voit la fin du monde. Il revient prévenir l'humanité. Personne ne l'écoute. Il est transformé en acier et finit par provoquer la destruction qu'il voulait empêcher. Ce n'est pas un super-héros, c'est une tragédie. Geezer explique qu'il voulait parler de ce qui allait mal, du monde, de la pollution, du climat social. Iron Man n'est pas un fantasme, c'est une inquiétude. Et oui, rien à voir avec le super-héros Marvel. Et pourtant, comme un clin d'œil au groupe de Birmingham, Robert Downey Jr., qui interprète Iron Man dans le film Avenger de 2012, porte un t-shirt de Black Sabbath. Et soudain, tout s'aligne. Le tempo lent, la marche mécanique, la masse, ce n'est pas seulement un effet sonore, c'est une métaphore. Le futur arrive, lentement, inexorablement. On peut l'ignorer, mais il avance. Avant l'ASG, avant le son lourd,
Avant Iron Man, Tony Iommi jouait une Fender Stratocaster. Mais celle-ci commence à donner des signes de faiblesse. Un micro est en train de lâcher. Il doit remplacer sa guitare rapidement. Il se retrouve avec une Gibson SG spéciale d'occasion. Ce n'est pas un choix stratégique. Ce n'est pas un calcul sonore. C'est une nécessité. Et ce remplacement va tout changer. La SG est plus légère, plus fine, plus agressive dans les médiums. Avec ses micros P90, elle mord. Ce n'est pas une guitare ronde, ce n'est pas une guitare brillante, c'est une guitare qui tranche. Entre la SG et son ampli, Iommi place une petite boîte, la Dallas Rangemaster, un treble booster. Mais le mot treble est trompeur. Il ne cherche pas des aigus brillants. Il cherche à pousser les lampes de l'ampli. Plus de sustain, plus de compression naturelle, moins d'effort dans les doigts. La Rangemaster lui permet de laisser l'ampli travailler à sa place. Ce n'est pas une avalanche de gains, c'est une tension contrôlée. Pas de Marshall iconique. Iommi joue sur des têtes lanées supergroupe. Marque locale de Birmingham. Des amplis sombres, épais, avec beaucoup de médium. Il les pousse fort, très fort. Le son d'Iron Man n'est pas ultra saturé. Il est chargé de volume, chargé de pression. I am Iron Man. Cette phrase installe tout. Ce n'est pas un vocodeur. La voix d'Ozzy passe dans un ring modulateur. L'effet déforme les fréquences, crée une texture métallique, presque industrielle. La voix devient mécanique, inhumaine. Généralement, ce riff est analysé comme étant en si éolien, ou parfois rattaché à mi mineur selon la perspective. Et d'un point de vue strictement harmonique, ce n'est pas faux. Les notes utilisées correspondent bien au si mineur naturel. On retrouve la tierce mineure, la quinte, la quarte et même la sixte mineure. Sur le papier, la lecture modale tient. Mais j'ai une objection. Parce que Black Sabbath ne pense pas en mode. Ils ne sont pas des musiciens issus du conservatoire. Ils n'analysent pas leur degré. Ils ne construisent pas leurs morceaux sur des concepts théoriques. Tony Iommi le dit lui-même, ils composent en diamant. Ils explorent des riffs. Ils jouent. Ils cherchent une sensation. Et le morceau se construit à partir de là. Leur culture, c'est le blues, le rock, le volume, l'instinct. Alors moi, j'entends ce riff autrement. Je l'entends comme un si mineur blues. Les véritables piliers sont si, ré et mi, c'est-à-dire la tonique, la tierce mineure et la quarte. Ce sont eux qui portent le poids. Ce sont eux qui sont martelés en bloc. Le passage fa dièse sol n'est pas pour moi une affirmation modale de la sixte mineure. C'est une tension, un frottement. Le fa dièse est la quinte de si. Le sol est un demi-ton au-dessus, donc une sixte mineure. On est dans un mouvement de seconde mineure. Et cette seconde mineure, répétée, crée une inquiétude. Pas une couleur modale, une angoisse. Et cet intervalle, depuis toujours, crée un malaise. L'exemple le plus frappant se trouve dans le générique des Dents de la Mer. Deux notes proches qui oscillent, qui ne résolvent pas. Ce n'est pas une note structurelle, c'est une appoggiature, un glissement rapide, un grincement mécanique. Et c'est ce grincement qui donne au riff son caractère inquiétant. Pas un choix académique, un choix instinctif, un choix de jam. La lourdeur de ce riff provient aussi de l'utilisation des power chords ou accords de quinte. En harmonie, le power chord est neutre, ni majeur ni mineur, car il n'y a pas de tierce. C'est l'absence de cette tierce qui donne ce côté froid, stable et dur comme le métal. On ne cherche pas l'émotion, on cherche la puissance.
Et là, on va s'arrêter un moment pour comprendre l'influence du power chord dans le son de Black Sabbath. D'abord, l'accident. Depuis qu'il a 15 ans et son départ de l'école, Tony enchaîne les petits boulots, plombier, travaille à la chaîne dans une fabrique d'anneaux, puis dans un magasin de musique. Accusé à tort de vol, il est renvoyé. Il devient soudeur dans une usine de tôle. Quand la chance commence à lui sourire. Son nouveau groupe, The Birds and the Bees, est engagé pour une tournée européenne. En apprenant la nouvelle, il retourne déjeuner chez lui et annonce à sa mère qu'il ne retournera pas à l'usine, que c'est fini ce boulot. Mais sa mère, avec sa droiture toute italienne, et pleine de principes, insiste pour qu'il termine sa journée de travail comme il faut. Chez les Yomi, on n'abandonne pas. Tony retourne donc au boulot qui consiste à souder des pièces qu'une femme à côté de lui pliait grâce à une machine. Mais ce jour-là, cette femme n'est pas là. Et on donne donc à Tony son poste. Une grande presse de découpe industrielle avec une pédale branlante. Le côté monotone de la tâche l'amène à rêvasser de sa future tournée européenne. Mais ce genre de machine ne pardonne aucune inattention. Bang! La presse s'abat sur sa main droite. Par réflexe, il retire sa main, mais la presse lui a arraché le bout du majeur et de l'annulaire. Les os sont à nu, et Tony pisse littéralement le sang. Malgré qu'on lui rapporte le bout des doigts à l'hôpital, il est trop tard. Les bouts des doigts sont déjà en train de nécroser et les recoudre devient impossible. Il sombre dans la dépression. Sa carrière de guitariste semble terminée. Et Tony se morfond chez lui. C'est à ce moment précis que l'espoir renaît. Son contremaître lui fait écouter Django Reinhardt, un guitariste extraordinaire, lui aussi handicapé, incapable de bouger l'annulaire et l'auriculaire de la main gauche après l'incendie de sa caravane. Si Django peut jouer, alors peut-être que tout n'est pas fini. Tony décide de fabriquer des capuchons en faisant fondre des bouteilles en plastique pour remplacer ses phalanges manquantes. Mais il y a un problème. Il ne sent plus les cordes. Il appuie trop fort. La douleur est constante. Il recouvre alors les capuchons de cuir, mais le cuir glisse mal sur les cordes. Et il cherche une autre solution. Il choisit des cordes plus fines. À l'époque, les tirants alternatifs sont rares. Il se tourne vers des cordes de banjo. Les capuchons ne tiennent pas toujours. Il les fixe avec un point de colle. À chaque retrait, un morceau de peau s'arrache. Alors il comprend qu'il doit réduire encore la tension. Plus tard, pour Master of Reality, il baissera l'accordage de sa guitare. Ce choix, dicté par la nécessité physique, changera profondément son son. Tu trouveras plus d'informations sur cette adaptation technique dans mon épisode consacré à Children of the Grey. Certains disent que c'est cet accident qui a donné le heavy metal. Mais comme l'admet volontiers Tony Iommi, appuyer sur les cordes avec les os de ses doigts sectionnés lui font un mal de chien et qu'il a dû réinventer son jeu pour atténuer la douleur. Mais de là à dire qu'il a créé le heavy metal à cause de ses doigts, Dixit Tony, faut quand même pas pousser. On l'appelle power chord, mais la quinte n'a rien de moderne. Elle est l'un des intervalles les plus anciens que l'humanité ait identifiés. Et son histoire est beaucoup plus longue que celle du rock. Bien avant la guitare, bien avant l'harmonie, les Grecs observent un phénomène simple. Si tu tends une corde et que tu la fais vibrer en divisant sa longueur selon un rapport 3-2, tu obtiens une quinte juste. Pythagore et les théoriciens antiques classent la quinte parmi les intervalles parfaits. Pourquoi ? Parce qu'elle est stable, parce qu'elle sonne juste,
parce qu'elle correspond à un rapport numérique simple. Cette intuition sera confirmée bien plus tard par le physicien français Joseph Sauveur, fondateur de l'acoustique musicale et inventeur du terme, par la découverte des séries harmoniques, qui sera confirmée bien plus tard par la physique acoustique. On va pas se faire un cours magistral, mais en gros, et pour rester dans ce qui nous intéresse, quand une note est jouée, elle produit des harmoniques lors de sa vibration. Et dans cette série harmonique, la première harmonique est une octave, la seconde est une quinte et la troisième est une octave au-dessus de la première harmonique. Donc physiquement, on voit que la quinte accentue la note et qu'elle apporte la stabilité. On trouve bien d'autres harmoniques suivant cette série. On trouve des tierces majeures, des septièmes bémols, des neuvièmes, etc. Mais on voit que les premières harmoniques renforcent la stabilité de la note. Mais attention, à l'Antiquité, on ne pense pas encore en accords. La musique est essentiellement monodique. La quinte est connue, mais elle n'est pas encore un bloc harmonique. Elle est une relation entre deux sons. Excusez-moi, c'est vous Pythagore, celui qui a découvert les quintes? Non, parce que je pense que ça va bien me servir, moi. Oui, jeune homme, c'est bien moi, Pythagore. Vous voulez des quintes? Pas de problème, et vous s'en fout combien? Au IXe siècle apparaît l'organum parallèle. On double un chant grégorien, à la carte ou à la quinte. Là, pour la première fois, la quinte devient un élément vertical stable. Elle est recherchée pour sa solidité, sa pureté, sa capacité à tenir sans se désaccorder, contrairement au triton. La quinte ne pose aucun problème. Elle est sûre, elle est fiable, elle est parfaite. Mais elle reste intégrée à un système modal. Elle ne domine pas encore l'écriture. À la Renaissance, la polyphonie devient plus complexe. Les quintes parallèles sont désormais interdites en contrepoint. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles rigidifient la texture. La musique cherche désormais la fluidité des voix. La tierce prend de l'importance. L'accord complet devient la norme. La quinte reste fondamentale, mais elle cesse d'être le centre expressif. Elle devient un pilier, pas un effet. Dans l'orchestre romantique, les cuivres utilisent souvent des empilements de quintes. Pourquoi ? Parce que la quinte projette. Elle traverse l'espace. Elle sonne héroïque. Les fanfares militaires exploitent cette stabilité. Mais ce n'est toujours pas le power chord. Il manque encore une chose. Tout change avec l'électricité. Quand la guitare est amplifiée, puis saturée, un phénomène acoustique apparaît. La distorsion renforce les harmoniques naturelles. La fondamentale et la quinte partagent des harmoniques compatibles. La tierce, elle, génère plus d'interférences. Résultat, un accord complet saturé peut devenir brouillon. Un accord réduit à fondamental plus quinte reste clair. Le power chord n'est pas une invention théorique, c'est une solution acoustique. On est dans les années 1940-1950. Le blues quitte les champs. Il entre dans les villes. Chicago, Memphis, les clubs sont bruyants. La guitare doit se faire entendre. On amplifie. Et quand on amplifie, ça sature. Des guitaristes comme Willie Johnson avec Howlin' Wolf ou Pat Hare utilisent des attaques très dures, des intervalles simples, parfois réduits à fondamental plus quinte. Pas parce qu'ils théorisent le power chord, parce que ça tient sous saturation. Un accord complet brouille, la quinte reste stable. Le blues électrique ne crée pas encore le power chord moderne, mais il découvre empiriquement que moins il y a de notes, plus ça frappe. La simplicité devient efficacité.
Link Wray enregistre Rumble. Il perce ses haut-parleurs pour obtenir plus de distorsion. Il joue des blocs simples, massifs, des quintes. Et pour la première fois, ce n'est plus un accompagnement. C'est une texture, un climat, un son dangereux. Tellement dangereux que certaines radios l'interdisent. On ne parle pas encore de heavy metal, mais la quinte vient de changer de fonction. Elle n'est plus parfaite, elle est inquiétante. The King, You Really Got Me. Dave Davis coupe la membrane de son ampli. Il joue des quintes saturées. Mais cette fois, la quinte n'est plus une ambiance. Elle devient l'architecture entière du morceau. Le riff repose dessus. La chanson repose dessus. L'énergie repose dessus. On vient de transformer un intervalle ancien en moteur moderne. Et puis arrive Black Sabbath. Dans Iron Man, il ne joue pas plus vite. Il ne joue pas plus compliqué. Il joue plus lentement. La quinte ne sert plus à attaquer. Elle sert à peser. Chaque frappe devient une masse. Chaque attaque devient une marche. Le power chord cesse d'être agressif. Il devient monumental. La distorsion amplifie. Le tempo écrase. La basse double. Mais il y a autre chose. Le power chord n'est pas seulement une invention esthétique. Chez Tony Iommi, c'est aussi une adaptation physique. Suite à son accident, après avoir perdu l'extrémité de 2 doigts de sa main droite, les accords complets deviennent plus difficiles à maintenir, plus douloureux, moins stables. Le power chord, lui, simplifie tout. Il peut jouer en utilisant principalement le majeur et l'auriculaire pour poser la fondamentale et la quinte, ce qui lui permet de garder le majeur et l'annulaire disponibles et plus mobiles pour les phrases de solo. La forme est compacte, la pression est répartie, la main travaille moins en extension. Ce n'est pas un effet de style, c'est une solution mécanique. Et cette solution va redéfinir un son. Moins de tierces, moins de couleurs, plus d'ambiguïté, plus de poids. Et soudain la quinte, cet intervalle parfait chez les Grecs, devient le fondement du heavy metal, puis du doom. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu trouveras le GP, les tabs et les backing tracks sur mon site drfredmrlad.com. Tu trouveras le lien en description. Allez mes petits riffologues, on attaque ce riff mythique. Alors, tout d'abord, contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'appuie pas derrière le sillet pour faire le son de l'intro. En fait, Tony Iommi il utilise la corde de mi et la corde de ré, et il fait un octave de fa. Comme ça. Et il tire. Tout simplement. Voilà comment c'est fait. Donc, oubliez le sillet, c'est pas du tout comme ça. Ensuite, on va commencer sur le si. Le si qui se trouve ici, à la 7e case de l'accord de mi. Donc, power chord, 7e case, 9e case. On glisse jusqu'à la 10e. On reglisse ici jusqu'à la 12e. Donc, on a le si, ré, mi. Ensuite, on va glisser 3 fois, en fait, de la 15e case, le sol, à la 14e, le fa. Fa dièse, pardon. Donc, sol, fa dièse. On revient sur le ré. Et on finit sur le mi. Donc,
Voilà le riff en entier. Quand Ozzy chante, le riff est joué en single note. Donc on commence pareil à la 7e case de l'accord de Mi. Mais on enchaîne sur la 5e case de l'accord de La et la 7e case de l'accord de La. Et ensuite, le petit glissé entre le Sol et le Fa dièse, on va le faire sur la corde de Ré de la 5e à la 4e case. On revient sur la 5e case de l'accord de La et on reglisse sur la 7e case le Mi. Ce qui nous donne... Et voilà, on a terminé le riff d'Iron Man. I am an Iron Man. Voilà comment un accident d'usine et une ville en fumée ont forgé l'acier du heavy metal. L'homme de fer a fini sa marche, pour l'instant. Mais ne rangez pas vos blues trop vite. Dans le prochain épisode, on quitte la noirceur de Birmingham pour le groove sale et sexy de la côte est américaine. On va disséquer un riff qui n'est pas né d'un marteau-piqueur, mais d'une improvisation de coulisses, inspiré par une réplique de film culte de Mel Brooks. Un riff qui a réussi l'impossible, faire danser les rockers et faire headbanger les rappeurs. Et si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs traversent le temps, abonne-toi à Riffologie Culte.